Le 15 août 2021, après une vingtaine d'années d'espoir de paix et de reconstruction, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan. La charia, selon leurs interprétations, était de nouveau imposée violemment à la population et notamment aux femmes. Docteur Éric Chesson, bonjour. Si l'on vous surnomme Éric l'Afghan, c'est que depuis plus de 40 ans, vous êtes engagé pour aider ce pays et ce peuple afghan que vous aimez. Vous êtes chirurgien et président de l'association humanitaire La Chaîne de l'Espoir. Vous avez été, dès 1980, l'un des fondateurs de Médecins du Monde avec Bernard Kouchner et l'un des tout premiers French doctors, comme on disait, médecins à partir en Afghanistan, soigner les populations envahies à l'époque par l'armée soviétique. Et c'est vous, avec de nombreux soutiens, qui avez contribué à la construction du grand hôpital pour la mère et l'enfant, l'hôpital de Kaboul. Votre vie se passe entre la France et l'Afghanistan, même actuellement, dans ce contexte dramatique. En 2012, vous aviez publié un livre sur l'Afghanistan et sur l'aventure de l'hôpital de Kaboul, un livre intitulé « Au cœur de l'espoir ». Vous venez de publier chez Robert Laffont Afghanistan, la spirale infernale. Avec ce que vous observez depuis des mois de la situation afghane, est-ce que vous auriez pu choisir comme titre « Au cœur du désespoir » ? Ça a été une proposition que nous avons faite dans les différents titres, mais ça ne répondait pas à la situation réelle. Vous ne voulez pas désespérer ? Je ne veux pas désespérer, bien qu'un certain pessimisme m'habite, d'autant plus que je suis rentré il y a 8 jours de Kaboul et que mon sentiment est assez négatif. Je sens cette peur poisseuse qui est parmi mes collègues médecins, mais les infirmières et les nouvelles sont pas bonnes et elles s'accumulent les unes après les autres, comme un rouleau compresseur qui, chaque mois, par les décrets qui viennent... Il y a eu un décret récemment encore interdisant aux femmes de travailler pour les Nations Unies. Oui, exactement. C'est un décret venant compléter le décret du 24 décembre du guide suprême Akhundzada provenant de Kandahar. Donc les femmes ne peuvent plus faire d'études, ne peuvent plus travailler, sauf... Chez vous, je dirais, dans les hôpitaux, tout ce qui est lié à la santé, les femmes peuvent encore travailler. Il y avait une niche sanitaire et une niche aussi pour les grandes organisations type les Nations Unies, le CICR et quelques-unes. Et cette niche, cette attaque directe sur les Nations Unies est une catastrophe. C'est un signe extrêmement inquiétant. Et à travers les Nations Unies, une multitude d'énormes organisations qui sont le PAM, le Programme alimentaire mondial, dans un contexte de famine, le là, HCR. Les femmes n'ont plus le droit de travailler pour ces organisations. Exactement. Et pendant les jours, là, depuis 48 heures, les hommes ne viennent plus également aux Nations Unies. Ça a été demandé en manifestation. Mais si c'est réel, c'est un drame total, puisque je vous rappelle que les Nations Unies représentent à peu près 40 millions de dollars par semaine en aide. Donc c'est pour faire survivre la population. Pour faire survivre la population, qui est dans le cadre de ce que le PAM a qualifié la plus grande crise humanitaire de tous les temps. Alors Éric Chesson, nous allons revenir sur cette situation en Afghanistan, ce pays que vous connaissez bien, que vous aimez vraiment depuis plus de 40 ans, puisque vous avez été le premier, on peut dire l'un des tout premiers, vous étiez 2, je crois, les premiers French doctors, comme on disait, envoyés en Afghanistan au début de la guerre en Afghanistan, en 1979. Vous êtes le tout premier à partir là-bas. Comment vous définiriez ce lien que vous avez avec ce pays ? D'abord, j'ai participé quelque part à l'histoire avec un grand H, parce que j'étais la première équipe à la création de Médecins du Monde à partir juste après l'invasion soviétique, février 1980. Et vous savez, ce premier voyage, j'avais 26-27 ans. C'est une plongée dans un monde absolument inimaginable, et je vais dire malheureusement des banalités, mais pour le décrire,
Il faut penser à Kessel, il faut penser à Kipling, qui ont décrit ce pays à nul autre pareil. Ce pays vous rentre dedans parce que le paysage, les hommes, les femmes ont quelque chose qui est unique. Alors on peut dire beauté, fierté, les adjectifs. Il faut lire Les Cavaliers de Joseph Kessel pour vraiment comprendre ce qu'était l'Afghanistan de 1979 avant et le courage des Moudjahidines. Exactement. Et pour ceux qui l'ont lu ou qui vont le lire, moi j'ai participé à des bouskashis. Vous avez 26 ans. Un sport national à cheval, avec où on voyait le une courage sorte de des rugby cavaliers. à cheval avec le ballon est une, je dirais une chèvre qu'on passe d'un point à l'autre, on se bat pour c'est absolument. Mais vous y étiez en situation de guerre, parce que vous avez pénétré clandestinement depuis le Pakistan pour aller rejoindre ces Moudjahidines qui commençaient à s'organiser dans les montagnes, et vous avez participé aux premiers soins apportés dans les montagnes. Exactement. Et après, si vous voulez, ce sont des myriades de médecins qui sont venus, d'infirmières. Mais moi, j'étais le premier et je ne connaissais pas tous ces codes. C'est-à-dire que vous partez, d'abord, vous ne savez pas quand vous revenez. Le temps en Afghanistan n'a rien à voir avec notre notion du temps. Ils vous disent demain, ils vous disent mais c'est dans 4 jours, dans 5 jours. Donc, déjà, vous sortez de la matérialité basique qui est le temporel chez nous, qui est et donc la guerre est là, et elle est là au quotidien parce que d'abord les mines antipersonnelles qui font un ravage abominable, et donc nous amputons. Nous passons notre vie à amputer des jambes, des bras, notamment chez les enfants, ces petits jouets qui explosent, qui sont faits pour mutiler, non pas pour tuer. Et nous sommes là avec nos grosses cantines des Trois Suisses qui sont chargées de médicaments, mais qui s'épuisent très rapidement. Et on soigne le jour et on chevauche la nuit à cheval, sur les chameaux, dans ces caravanes, transportant bien sûr nos médicaments, mais les armes. Et c'est Saint-Exupéry, c'est une espèce de magie inimaginable. Je suis pris dans un enthousiasme effréné et une peur, une vraie peur. Parce que vous étiez bombardés. On était bombardés, et il y avait ces fameux hélicos soviétiques qui passaient au-dessus de nous, et on se couvrait avec cette couverture qu'on appelle le patou, et on se mettait dessous en disant vont-ils passer? Et je me souviens d'un jour, j'étais parti pour des besoins naturels, et à ce moment-là, un énorme hélico s'est mis en position stationnaire au-dessus de nous. J'ai senti j'ai entendu la porte s'ouvrir, et j'ai cru, et il est resté comme ça, ce qui m'a semblé des minutes et probablement peu de temps, mais ça m'a semblé infini, et il est reparti. Mais vous voyez, alors qu'il était prêt à mitrailler. Oui, et donc on est suspendu à l'arrivée des MiG, et les Moudjahidines préviennent par simplement des jeux de miroir entre deux sommets. C'est-à-dire, on est dans la modernité horrible de la guerre, et on est dans le Moyen-Âge. Et donc, c'est le début de la fascination pour ce pays. Visage, Thierry Lyonnais. Éric Chesson, vous êtes médecin, chirurgien, vous êtes aujourd'hui le président de la chaîne de l'Espoir. Vous auriez pu aller dans beaucoup d'autres pays. Vous avez été aussi dans d'autres pays. Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez un lien particulier avec l'Afghanistan ? Oui, tout à fait. Qu'avec les autres pays où vous êtes rendu. Sans aucun doute, nous sommes présents à la chaîne de l'Espoir dans 28 pays. Mais je dirais, je suis en charge de la mission Afghanistan depuis le départ. J'y vais minimum 4 fois par an pour gérer cet hôpital qui est une énorme machine, près de 1000 salariés. Et donc, j'y étais il y a une semaine. Ça doit être je crois, depuis la libération de 2001, probablement mon 128e ou 130e voyage. C'est votre pays. Le surnom que vous a donné le professeur Deloche, Éric L'Afghan. Éric L'Afghan. C'est bien vu. Oui, c'est bien vu. Vous vous sentez afghan quelque part. Je me sens afghan, et j'ai été décoré à Kaboul. Et dans mon discours, j'ai dit, vous savez, je suis atteint d'une malformation cardiaque qui est inopérable. J'ai 2 ventricules, un français, un afghan, et j'ai la chance qu'ils battent ensemble.
Alors Éric Chesson, vous le faites à la fin de ce livre, Afghanistan, la spirale infernale, vous donnez une chronologie, parce que je crois que c'est important de comprendre la chronologie de cette histoire récente de l'Afghanistan, depuis 1979, l'invasion soviétique, jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voulez bien, on va faire un petit exercice tous les deux, pour que ça ne soit pas trop long, mais que l'on permette aux auditeurs de bien comprendre ce qui s'est passé depuis 1979. Je le disais, 1979, décembre, 24 décembre 1979, les Soviétiques rentrent dans Kaboul. C'est la stupeur. Et en parler maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, ça rappellera des choses. C'est la stupeur totale, c'est un pont aérien, donc c'est l'invasion. Il reste 10 ans. De 1979 à 1989, c'est cette guerre en Afghanistan. Les Moudjahidines, qui sont afghans, résistent contre ces Russes, et les Russes se retirent en 1989. Et ils se retirent en ordre. Ça sera important pour la suite de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire, en ordre ? Eh ben, je pense qu'on va parler du 15 août 2021, qui reste une honte totale. 1989, à ce moment-là, les communistes afghans sont toujours en place, et va commencer ce que vous appelez une guerre fratricide. Vous nous donnez quelques explications. C'est une guerre fratricide entre de multiples partis, ethnies, et donc c'est une vraie guerre civile. Et les différents présidents vont être soit expulsés, soit assassinés, jusqu'à 96, l'arrivée des talibans à Kaboul, qui sont accueillis comme des libérateurs à ce moment-là, parce qu'il y avait depuis un bon moment, notamment deux groupes importants, celui du commandant Massoud et celui d'Hekmatyar, qui s'entretuaient et qui, d'une colline de Kaboul à une autre, se bombardaient à longueur de temps, et la population n'en pouvait plus de cette guerre. Et l'arrivée des talibans en 96 se fait dans un contexte de libération. Les gens se disent enfin la paix. Et la seule chose qu'ils voulaient, c'était la paix, l'arrêt de la guerre, l'arrêt de ces massacres dans cette guerre civile. Et là, le peuple va vite déchanter, parce que les talibans mettent en place un régime que l'on appelle la charia. Et là, ils l'imposent à la population. Et c'est un mode de vie qui est hallucinant. En effet, c'est la charia, rien que la charia. Alors, la charia, mode afghane, parce que il y a de multiples discussions, et elle se caractérise par tous les moments de vie sont réglés par la charia, que ce soit l'éducation, la vie de couple, les finances, la politique, tout est réglé par la charia, avec, je dirais, et on va y revenir très probablement, un acharnement sur la femme. Une obsession. Une obsession sur la femme. Cacher les femmes. Et je me permets, avec beaucoup de respect, sur le corps de la femme. C'est une obsession, on peut le dire, c'est une obsession. C'est une obsession, et on arrive, alors bien sûr, la burqa, l'interdiction de sortir, l'interdiction de travailler, l'interdiction d'aller au bain public, l'interdiction jusqu'à l'interdiction d'étudier. Oui, et même par exemple d'obscurcir les vitres pour pas qu'on puisse regarder à travers, la séparation complète des hommes et des femmes. Et je crois que l'énorme problème des talibans, c'est que, excusez-moi de ce propos, mais que la femme reste génitrice. C'est tout. Exactement. Et contrôlée par les hommes. 11 septembre 2001, je rajoute juste avant, 9 septembre 2001, assassinat du commandant Massoud par des membres d'Al-Qaïda. 2 jours après, le World Trade Center. Et là, c'est le début de ce que vous appelez la spirale infernale. La spirale infernale. Et je me permets de dire, et probablement beaucoup de vos auditeurs s'en souviennent, le commandant Massoud est venu en France. Il a été reçu à très bas niveau, sauf il a été reçu par la présidente de l'Europe à Strasbourg. Mais l'accueil qu'on lui a fait a été, je dirais, extrêmement minimal. Alors qu'il avertissait du danger imminent de la présence d'Al-Qaïda en Afghanistan. 23 novembre 2001, la coalition qui est dirigée par les Américains, et le président Bush avait juré
de venger cette situation et de tuer les membres responsables de cette attaque. 23 novembre 2001, la coalition qui est dirigée par les Américains renverse le régime des talibans et accompagne une reconstruction de l'Afghanistan. Et ça a duré 20 ans, de 2001 à 2021. C'était l'espoir, c'était cette grand espoir dont vous avez parlé dans votre livre. Oui, c'est, je dirais, une vraie joie. Et je parle 2001, 2002, 2003. Et là, c'est un mouvement. Alors bien sûr, les burqas disparaissent, les barbes disparaissent, les radios libres, la musique, espèce de libération absolument magnifique. Et vous y étiez, Éric Chesson. Bien sûr, j'y étais. J'étais début décembre et fin décembre, et c'est là où nous avons décidé de construire cet hôpital. Mais probablement, je voudrais souligner que jusqu'à 2003, pour vous donner un exemple, comme c'était facile, j'y ai emmené mes enfants qui avaient 8, 9, 10 ans. Pourquoi ? Parce que on a été monté à cheval dans la vallée de Chamali, on se baignait dans les torrents. Vous voyez, c'est une sécurité totale. Sécurité totale. On retrouvait l'Afghanistan d'avant. Exactement, 1979. avec une hospitalité, une joie de vivre et autres. Mais là, si vous voulez, où tout était possible. Tout était possible. Et je dirais, le problème de l'Afghanistan était probablement au bout de l'impasse. Mais là où tout a dérapé, je dirais 2003, 2004, 2005, c'est quand les Américains ont ouvert le dossier irakien. Les armes de destruction massive, fictives et autres, et ils ont... on a dit le problème de l'Afghanistan est réglé. Il n'était pas réglé, il était en potentialité d'être réglé. Mais ils étaient toujours là, ils sont toujours restés là, même pendant la guerre en Irak. Ils sont restés, ils ont diminué le nombre de troupes, l'effort, et il n'y a pas eu l'effort sur, je dirais, les deux piliers de la paix que sont pour moi l'éducation et la santé. Et on a ouvert un autre dossier dont on paye encore les conséquences, qui est le dossier irakien et l'apparition de Daesh et ainsi de suite. C'est une erreur stratégique absolument considérable. Et sur les 2000 milliards de ces 20 années que vous avez déterminées, 2001, 2021, si on avait mis simplement 2, 3, 4% sur l'éducation et la santé, nous ne serions pas dans la catastrophe actuelle. Éric Chesson, laissons pour un instant cette analyse un peu géopolitique de l'Afghanistan, mais qui est nécessaire pour comprendre ce que vous vivez, ce que nous allons évoquer maintenant par rapport à la santé des Afghans et à la situation des femmes en Afghanistan. C'est en 2002 que vous décidez de construire un hôpital pédiatrique français à Kaboul. Ça va prendre à peu près 4 ans pour le faire sortir de terre. Pourquoi avez-vous décidé de construire ce grand hôpital à Kaboul ? Parce que lorsque je suis arrivé la première fois à Kaboul, donc fin 2001, juste à la libération de Kaboul, les images étaient équivalentes de celles qu'on voit de destruction en Ukraine, à Raqqa ou à Alep. C'est-à-dire, c'était impossible de réhabiliter. Et donc, on pouvait faire venir Plombiers sans frontières, mais Menuisiers sans frontières et autres. Il fallait reconstruire. Et donc, nous sommes partis d'emblée pour construire un hôpital, et j'insiste, aux normes occidentales, avec exactement, je dirais, les mêmes normes qu'exigent la médecine et la chirurgie moderne. Pas quelque chose, si vous voulez, de bricolaillé. Un très bel hôpital. Et pour que cet hôpital soit beau, il faut de l'argent et il faut des gens compétents. Alors, vous le savez, excusez-moi, Éric Chesson, et d'ailleurs vous le dites dans votre livre, vous dites « Malgré le temps passé, je garde encore aujourd'hui une pointe d'agacement en pensant aux polémiques déclenchées par ce projet que certains jugeaient titanesque, ou pire encore, trop beau et dispendieux pour l'Afghanistan ». Vous le savez, on vous a critiqué de construire un hôpital aux normes françaises, finalement, avec toute la modernité, IRM, tous les moyens. Et certains vous ont dit, mais pourquoi est-ce que vous construisez pas
une dizaine de petits hôpitaux à travers le pays plutôt que ce grand hôpital aux normes françaises. Ça vous énerve encore Oui, ça m'énerve et je vais vous le résumer en quelques mots. D'abord, je suis chirurgien. Je sais parfaitement ce qu'il faut pour opérer. L'asepsie n'a pas de frontières, elle a des règles. Et donc, il me paraissait indispensable de construire cet hôpital. Et bien sûr, on nous a dit, avec ce que vous avez dépensé dans cet hôpital, vous auriez pu vacciner, etc. Ce sont des propos qui n'ont absolument plus lieu d'être. Et je vous rappelle que quand nous sommes arrivés en Afghanistan, en 2001, il y avait 2 anesthésistes pour tout l'Afghanistan. Pour tout le pays. Nous étions à ce moment-là à peu près 34-36 millions d'habitants. Donc, si vous voulez, construire un bloc opératoire et former des anesthésistes n'était pas un grand luxe. Et bien entendu, si vous voulez, il y a une chose qui est très importante. Et on en reparlera probablement pour 2023. C'est que nos confrères afghans étaient désespérés. Ils sortaient, il n'y avait rien. Tout était cassé. Et si vous voulez, il était important de reconstruire, mais de reconstruire aussi leur fierté. Et vous savez, le corps médical a, comme beaucoup d'autres corps de métier, le besoin de redresser la tête, de dire c'est possible chez nous. Et bien sûr, nous leur avons construit un très bel hôpital avec l'entreprise Bouygues, excusez-moi du peu. Et je voudrais saluer Martin Bouygues qui a été absolument incroyable dans cette histoire d'une discrétion totale. On peut saluer beaucoup de monde en fait, parce que ça a été une incroyable aventure humaine, la construction de cet hôpital. Il faut quand même le dire. Moi, j'ai envie de citer ceux qui ont participé à cette aventure. Marine Jacquemin, Muriel Robin. Alors Marine Jacquemin qui était grand reporter, Muriel Robin, Claire Chazal et l'équipe de TF1 qui vous a soutenu. Puis il y a également Bernadette Chirac qui a inauguré, qui a posé la première pierre et qui a inauguré cet hôpital. Et puis beaucoup de patrons du CAC 40. Beaucoup de mécènes. Qui ont... Et puis l'Agacan, il faut quand même le citer. Et l'Agacan sa fondation. Bien sûr, qui est notre partenaire. Mais vous savez, c'est extraordinaire de voir qu'en 2001, 2002, 2003, l'Afghanistan était quelque chose qui déclenchait de la compassion, qui déclenchait de la générosité. Et énormément de Français, de Françaises nous donnaient 10 €, 20 €, avec toutes les conférences que nous avons fait avec Marine, avec Muriel Robin. Mais quand vous voyez l'altération totale de l'image de l'Afghanistan, tout de suite l'Afghanistan fait peur. On dit mais c'est des terroristes, ils sont dangereux, ils nous envahissent. Enfin, si vous voulez, on ne voit plus l'inversion complète du ratio. Et vous, c'est pas du tout ce regard que vous avez encore aujourd'hui du peuple afghan? Mais le peuple afghan est toujours le même. Si vous voulez, ils ont eu la malchance totale d'avoir un mouvement activiste s'appelant Al-Qaïda qui a, qui a été hébergé chez eux et qui a été le début d'une litanie de douleurs et de problèmes qui continuent. Éric Chesson, je vais faire l'avocat, je ne sais pas si c'est l'avocat du diable ou simplement l'avocat. On ne peut pas quand même rendre responsable de tout le malheur de l'Afghanistan les étrangers, donc membres d'Al-Qaïda ou de Daesh, qui sont venus sur place. Est-ce que les Afghans n'ont pas une part de responsabilité du malheur dans lequel ils sont depuis 40 ans, et notamment à cause de leur division interne et de leur division clanique? Vous avez tout résumé. Bien entendu, c'est le problème absolument terrible de cette partition non dite mais réelle entre les Pashtuns majoritaires, les Tadjiks et on le voit encore actuellement, et les minorités qui payent un très lourd tribut, et bien entendu les Ouzbeks et les Hazaras. Et je rajouterais un élément dont vous parlez dans votre livre, c'est la corruption. La corruption énorme qu'il y a eu et qu'il y a encore en Afghanistan. Ça, vous y avez été confronté. Mais on y est confronté en permanence avec cerise sur le gâteau, mais cerise considérable, le pavot. 90% de l'héroïne mondiale vient d'Afghanistan. Et quand vous parlez corruption, bien entendu, au premier chef, le détournement des subsides internationaux et ensuite le blanchiment de tout cet argent venant du pavot. Visage RCF. Éric Chesson, malgré tout cela, l'hôpital tourne encore.
l'hôpital français à Kaboul tourne encore. Il a tourné pendant toute cette période. Vous avez pu convaincre des médecins, des infirmières, des infirmiers de se rendre en Afghanistan pour vivre quelques mois, quelques semaines dans cet hôpital, opérer, former, puisqu'il y a cette double dimension, soins et formation. Vous avez pu convaincre, ou les médecins vous disent, vous êtes bien gentil, Éric Chesson, vous avez une passion pour ce pays, mais c'est trop dangereux, aujourd'hui on peut plus y aller. Si vous voulez, après le 15 août 2021, donc l'arrivée des talibans avec ces images abominables qu'on a vues à l'aéroport avec ces Afghans qui tombaient par grappes, des gros porteurs américains qui décollaient, qui fuyaient, on s'est dit on ne pourra pas retourner en Afghanistan puisque les talibans sont de nouveau là. Et donc, jusqu'en février-mars 2022, nous n'avons pas pu y retourner. Et donc, nos confrères afghans, alors bien sûr, nous avons maintenu le contact par les visioconférences, etc. Et l'hôpital a tourné. Et l'hôpital a tourné, mais avec deux difficultés énormes. C'est l'approvisionnement en médicaments et surtout le système bancaire complètement à l'arrêt. Et donc, nous ne pouvons pas transférer d'argent. Et on peut sauf par une méthode traditionnelle. Qu'on appelle les awala, qui est une méthode datant quasiment du Moyen-Âge. Et qui fonctionne. Qui fonctionne, mais qui est extrêmement incertaine. Et donc, nous avons maintenu l'hôpital jusque en février, où j'ai pu rencontrer la délégation du gouvernement taliban qui était à Genève. Et j'ai eu le premier contact avec eux et j'ai eu l'assurance que nous pouvions renvoyer des missions. Et le renvoi de ces missions était fondamental. Pourquoi ? Parce que il y a un cancer qui, je dirais, grignote l'Afghanistan au fur et à mesure des jours, des semaines, dont on parle peu, mais qui a des conséquences absolument dramatiques. C'est la fuite des cerveaux. Les journalistes, les informaticiens, les ingénieurs, les médecins, les infirmières, ils fuient. Ils n'ont qu'une idée, c'est de fuir, de partir. Vous le dites très bien dans votre livre. Dès le 15 août 2021, vous avez été assailli de demandes d'Afghans que vous connaissiez, qui ont travaillé avec vous, qui voulaient fuir, qui voulaient venir en France si possible, en Europe, fuir. Mais si vous voulez, ils voulaient fuir. Mais si vous voulez, c'était plus que ça. C'était une panique qui continue d'ailleurs et qui continue et qui malheureusement presque se majore. C'est qu'il y a quelques jours, on en a très peu entendu parler. Je dirais fin mars, il y a eu la rentrée scolaire. Et cette rentrée scolaire, tout le monde espérait que les femmes, les petites filles, les jeunes filles pourraient avoir accès au collège, au lycée ou à l'université. Et la réponse a été claire, nette et précise. Aucune possibilité. Donc, pour ces familles que je citais, quand ils ont une petite fille, une jeune fille ou autre, si vous voulez, ils vous disent « no future ». C'est pas possible. Et donc, vous êtes obligé de prendre vos enfants et de les emmener vers la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Turquie. Mais il faut fuir pour survivre. Est-ce que, si vous voulez, une petite fille qui a 8-10 ans, une jeune femme qui a 17-18 ans, elle est cloîtrée chez elle. On a connu le confinement pendant ces périodes Covid. Mais si vous voulez, ce n'est rien, c'est un confinement total. Elles ne peuvent pas sortir, elles ont peur du moindre checkpoint, elles ne peuvent pas étudier, elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas aller au jardin public, elles ne peuvent pas aller au bain public, ce qui est très important puisqu'il y a très peu d'eau courante et bien entendu pas d'eau chaude, et que le bain public est un lieu social mais aussi un lieu d'hygiène. Donc, si vous voulez, je dirais, c'est le cumul des malheurs. Mais vous êtes très tiraillé, vous le dites dans votre livre, Éric Chesson, entre l'appel de ces personnels afghans, de ces Afghans que vous connaissez, qui travaillent avec vous à l'hôpital, qui veulent fuir, et puis en même temps, la perte de ces cerveaux nécessaires pour votre hôpital et pour l'Afghanistan. Alors comment faire ? C'est cornélien comme situation. C'est cornélien, et encore la semaine dernière, j'ai eu une demande très bouleversante. Je réponds
avec des mots qui sont vides, avec je réponds pour leur montrer que j'écoute, mais je sais d'abord que je n'ai aucun pouvoir, aucun moyen, et que ils peuvent obtenir des visas pour venir en France? Absolument pas, puisqu'il n'y a plus de représentation diplomatique de l'espace Schengen à Kaboul. Il ne reste plus d'ambassade. S'ils voulaient avoir un visa, il faut déjà aller à Islamabad. Et j'ai envie de dire au Pakistan. Oui, au Pakistan, pardon. Et donc j'avais déjà de dire bon courage. D'abord, il faut les fonds. Et vous imaginez quand ils vont arriver devant l'ambassade ou le consulat français ou allemand à Islamabad. Mais ils ne seront même pas reçus. Je crois il y a actuellement, j'avais discuté avec David Martinon, l'ambassadeur, je crois qu'il y a 70 000 dossiers en attente, dont 7 000 prioritaires. Donc vous voyez que c'est... Mais cette fuite des cerveaux, elle a lieu aussi dans les pays limitrophes. C'est-à-dire que les Afghans fuient au Pakistan et en Iran, qui sont les pays voisins. Bien entendu, il y a d'énormes camps de réfugiés au Pakistan, à Peshawar. Mais et en Iran, je crois qu'il y a 3 millions d'Afghans. Exactement. Mais les relations actuellement entre l'Afghanistan et le Pakistan sont tendues, donc la frontière est fermée la plupart du temps. Actuellement vers l'Iran, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, il demande à beaucoup d'Afghans de rentrer chez eux. Donc, je dirais, l'environnement est extrêmement difficile et il reste une seule voie, très souvent, c'est l'aéroport. Et l'aéroport est d'accès extrêmement difficile. Et déjà, une femme seule ne pourra pas arriver elle ne pourra pas voyager seule. Il lui faut un mahram, il lui faut quelqu'un de sa famille. Un mahram, c'est un homme qui l'accompagne. Éric Chesson, nous poursuivons sur RCF cet échange autour de votre longue expérience en Afghanistan et en compagnie de ce livre que vous venez de publier qui s'intitule Afghanistan, la spirale infernale. Je rappelle que vous êtes chirurgien et le président de la chaîne de l'espoir. Et c'est vous, avec toute une équipe, qui avez fondé cet hôpital pédiatrique français à Kaboul. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière à un moment clé, dramatique. C'est le 15 août 2021. Vous êtes chez vous, dans le Beaujolais, à Chirouble, en vacances. Exactement. Le 15 août, et là, coup de téléphone. Vous pouvez nous raconter ce qui se passe? Oui, c'est... vous savez, le 15 août, je ne sais pas, probablement beaucoup d'éditeurs le ressentent peut-être comme moi. Le 15 août, c'est le moment d'arrêt total avant la reprise. Et donc, c'est familial, c'est l'arrêt. D'ailleurs, certains connaissent Paris au mois d'août et le 15 août, c'est unique. Et donc, à 9h du matin, j'ai un coup de téléphone d'un chirurgien ami là-bas, qui s'appelle Najib Oulabina, qui me dit, il est dans un état pas possible, et il me dit, les talibans sont entrés dans Kaboul. Là, si vous voulez, non seulement je ne crois pas, bien sûr, il y avait des inquiétudes, les talibans avançaient, mais la majorité, tout le monde disait, l'armée afghane, c'est 300 000 hommes, et il y a une chose qui fait que les talibans ne pourront pas venir, ils ont 30 000 forces spéciales absolument incroyables, formées aux méthodes occidentales et autres. Alors là, si vous voulez... Donc Kaboul était imprenable selon vous? Mais selon moi, et tout le monde dit, oui, ils arriveront sûrement dans 6 mois, mais 1 an, 2 ans et autres, et encore. Alors comment expliquer ça? Vous le dites dans votre livre, à un moment, vous écrivez « Le constat s'avère a posteriori clair et sévère. Nous n'avons rien vu venir. Je suis resté sourd au fracas extérieur qui aurait dû m'avertir de la tempête qui se préparait et éclaterait à la face du monde le 15 août 2021. Comment, vous, connaissant bien l'Afghanistan, informé de près par l'ambassadeur de France, par d'autres confrères d'ONG, vous avez rien vu venir? Le monde des ONG n'a rien vu venir. Je dois dire, pour être honnête, que monsieur l'ambassadeur David Martinon nous avait prévenus. Il avait même fait un avion le 17 juillet et on se dit, mais un avion venu pour exfiltrer la communauté française et personne ne l'a cru, et même en disant, ce garçon est un peu pessimiste. Et donc nous étions dans un
un contexte d'écouter cette armée massive, formée, entraînée, et donc jamais les talibans ne pourraient. Mais probablement nous n'avons pas voulu écouter. D'abord, les talibans étaient très présents dans le monde rural. Et vous pensiez qu'ils allaient rester dans le monde rural et ne pas toucher les grandes villes, et surtout Kaboul? Oui, tout à fait. Et puis, nous n'avions probablement pas vu le plus grand scandale. Je crois que c'est le plus grand scandale au monde d'emploi fictif. Il n'y a jamais eu 300 000 hommes. Il y a eu 300 000 salaires qui ont été versés par la communauté internationale pour probablement énormément de militaires totalement fictifs. Là, on retrouve la corruption dont on parlait. Le détournement, les sommes colossales qui ont été détournées. Je crois que c'est le plus grand scandale de détournement de fonds, de fausses déclarations, d'emplois fictifs. C'est une catastrophe de cette intervention dont malheureusement, vous savez, je le dis souvent, en médecine ou en chirurgie, dans les services, quand on a un problème, on fait ce qu'on appelle une RM même, c'est-à-dire revue, morbidité, mortalité. Et on essaie d'expliquer pourquoi il y a eu une issue fatale, une complication, et on étudie le dossier de façon très critique. Et alors là, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une analyse critique de ce qu'il a été fait par la communauté internationale, et notamment par les Américains, qui se sont comportés de façon inique avec ces accords de Doha. Le mot accord de Doha est un scandale dont on n'a pas encore tiré les leçons. Je vous rappelle quand même qu'ils ont négocié avec les talibans sans le gouvernement afghan en place. Ils voulaient vite partir. Ils voulaient vite partir. Et vous parlez d'humiliation. Vous dites que les Américains ont été humiliés. Les Américains ont les 5 doigts sur la joue de ce revers de l'histoire qui restera encore pire que le départ du Vietnam avec ces fameuses images sur le toit de l'ambassade de Saïgon. Parce que, si vous voulez, la façon dont ils se sont comportés, je vous rappelle que dans l'accord de Doha, il y avait le traitement des femmes par le futur gouvernement taliban, et la deuxième chose, c'était d'éviter que Al-Qaïda renaisse. Il a été assez curieux de voir que quand même, les Américains, en août 2022, ont tué Al-Zawahiri, numéro 1 d'Al-Qaïda, qui était logé près de la présidence à Kaboul. Ce qui veut dire très clairement que les talibans ont menti en disant qu'ils n'accueillaient pas Al-Qaïda sur leur territoire. Mais c'est absolument ils l'avaient signé dans les accords de Doha. Mais si vous voulez, c'est extrêmement dommage qu'il n'y ait pas eu ou pas encore une analyse critique, et je ne parle même pas du départ des troupes américaines, qui quand même, il y avait une énorme base qu'on appelle Bagram, qui était à peu près 20 à 30 kilomètres, et certains ont vu les images, se souviennent des images d'Apocalypse Now, cette énorme base, avec des stades, avec des cafétérias, des cinémas et autres. Ils l'ont abandonné fin juillet, sans même prévenir les autorités afghanes en place. Ils ont massacré les ordinateurs, les tableaux de bord, des 4x4, des véhicules militaires, et ils sont partis de façon, et j'emploie de nouveau le mot inique. Ce qu'ils ont fait est une honte totale, une honte pour, je dirais, la communauté occidentale. Mais Éric Chesson, je veux revenir sur on n'a rien vu venir, sur cette notion-là. Il y a eu des signes quand même avant, et vous les citez dans votre livre. Il y a eu l'assassinat du docteur Tom Little, qui était un grand monsieur de l'action humanitaire depuis les années 70. Tout à fait. Il a été assassiné. Il y a eu avec ses infirmières et autres, ils ont été 13 à être assassinés. Ça, c'était en 2010, je crois. Ensuite, il y a eu le massacre de l'hôpital militaire de Kaboul en 2017. Des attaques dans Kaboul, avec des massacres à l'intérieur de l'hôpital. Il y a eu l'attaque de la maternité de Médecins sans frontières, de MSF, en mai 2020. Oui. Vous aviez pas peur, vous disiez pas, mais ça va pas tenir, ça peut pas tenir, quand vous avez vu ça, notamment ce massacre de la maternité à MSF.
Vous avez été choqué par ce qui s'est passé. On a été, oui, choqués. C'est le mot est faible même quand on cherche dans l'horreur. Oui, c'est une horreur totale parce qu'en plus, nos amis d'MSF, on a reçu un petit bébé de 5 heures. Je dis 5 heures parce qu'on a du mal à dire. Ce bébé a 5 heures et il avait pris une rafale de Kalachnikov dans la cuisse, donc sectionnant son artère fémorale, et bien sûr sa mère avait été massacrée par les gens de Daesh. Ils ont massacré sur les tables d'accouchement. Oui, exactement. Donc, si vous voulez, vous atteignez l'indicible. Tout ça est fait au nom. Je n'ose même pas lire au nom de Dieu. Je ne comprends plus. Vous le dites dans votre livre, mais comment, soi-disant, des croyants peuvent faire ça? Oui, c'est pour moi impensable d'avoir une Kalachnikov. Vous rentrez dans une maternité, vous arrivez en salle de travail et au nom de Dieu, vous allez tuer une femme qui est en train d'accoucher de l'innocence totale. Et là, mais là, c'était Daesh ou c'était les talibans? Là, il y a eu Daesh, il y a eu talibans et notamment l'attaque de l'hôpital militaire auquel j'étais présent et j'ai opéré des gens qui ont été massacrés. Donc, si vous voulez, vous avez raison. Nous aurions dû voir, j'aurais dû voir, sentir. Mais si vous voulez, dans Kaboul, on s'est dit que Kaboul ne pourra pas tomber comme ça. Et si vous voulez, un hôpital, c'est quelque chose qui vous absorbe, qui vous occupe totalement. C'est un très gros hôpital. Je rappelle, vous avez près de 1000 salariés, réanimation, 6 salles d'opération, mais des marées de patients qui viennent. Et donc, on est pris dans le quotidien et puis vous vous disiez, on ne peut pas arrêter quelque part. Et on ne peut pas arrêter, et je me le dis encore aujourd'hui, en essayant. Entre nous, on a des discussions, on se fixe des lignes rouges. Où est l'inacceptable? Aujourd'hui, en 2023, quelles sont vos lignes rouges? On a 2 lignes rouges et j'ai peur. On arrête si il dépasse les lignes rouges. J'ai peur de vous le dire parce que il y en a une qui se rapproche. Mes 2 lignes rouges sont: l'hôpital est ouvert à tout patient, quel que soit son genre, sa religion ou son ethnie. Première chose. Et ça, c'est incontournable. Deuxième ligne rouge, le travail des femmes. C'est-à-dire que nous avons à peu près 260 femmes qui travaillent dans l'hôpital. Le travail de ces femmes, infirmières, aides-soignantes, administratives et autres, est indispensable. Un hôpital sans femmes est impossible. Et surtout en Afghanistan. Surtout en Afghanistan, parce que pour soigner les femmes. En effet, pour soigner les femmes, il faut une femme. Les approchent. Et donc, je dirais la boucle du féminicide social ou de l'apartheid des femmes pourrait être bouclée si c'est une réalité. Mais Éric Chesson, quand vous êtes en contact avec le ministre de la Santé des talibans en Afghanistan aujourd'hui, je sais que vous l'avez rencontré, il est médecin lui-même, qu'est-ce qu'il vous dit en tenant dans une main son rôle de médecin et dans l'autre la loi coranique pour ce qui est de soigner les femmes? Est-ce que un homme médecin peut soigner une femme pour lui ou est-ce impossible? Et comment, s'il dit « seules des femmes médecins pourront soigner les femmes », tient-il l'option « il faut interdire aux femmes de travailler » et donc à toutes les femmes médecins de travailler? Comment tient-il? Vous l'avez rencontré? Oui, et j'ai passé, il y a 10 jours, dans le conseil d'administration de l'hôpital, j'ai passé 3 heures aussi près que je suis de vous, et on a discuté. Il est urologue, donc chirurgien. Je suis chirurgien. On a un dialogue, je dirais, sans franc, et nous disons les choses. Lorsque je l'écoute, lorsque je suis avec lui, lorsque je travaille avec lui, je pense que c'est possible. Et je garde ma foi dans l'avenir, je crois à la possibilité de la conviction, je crois à la nécessité de l'échange. Lorsque je suis avec lui, lorsque je vois la réalité, mois après mois, depuis le 15 août 2021, donc on est à presque plus de 18 mois, je suis extrêmement pessimiste. C'est-à-dire,
Je pense qu'il a énormément de bonne volonté. On partage beaucoup d'idées. En plus, ce sont des idées qui relèvent de la médecine, donc elles sont pas discutables. Je ne suis pas sûr qu'il ait le pouvoir. Qui dirige aujourd'hui? Qui dirige les talibans? Je pense qu'il y a actuellement des dissensions. Le pouvoir est à Kandahar, très probablement auprès du guide suprême, qui est le Mollah Akhundzada, qui est donc le chef suprême des talibans, et il a recommandé d'appliquer de façon beaucoup plus ferme la charia. Ce sont des mots qui sont extrêmement durs et extrêmement forts. Il y a eu le décret du 24 décembre où il a demandé aux femmes de ne plus travailler dans les ONG. Donc tout ça a des conséquences. Je vous rappelle qu'il y a 1260 ONG qui sont touchées. Et derrière ces ONG, c'est des budgets, c'est la santé, c'est l'alimentation, c'est... Éric Cesson, on ne comprend pas quand on voit cela. On se dit quelle est la volonté de cet homme, de ces hommes, qui sont en train d'appauvrir, mais d'une manière absolument incroyable, et de conduire leur peuple vers la famine. On parle clairement de famine aujourd'hui. Tout à fait. Quelle est leur intention? Je pense que, si vous voulez, on découvre au fur et à mesure. Rappelez-vous, quand ils sont arrivés, septembre, octobre 2021, après la stupéfaction, on a dit, mais vous savez, ils sont différents. C'est ça, ils ont une méthode inclusive. Voilà, vous savez, très souvent, on invente des mots. Quand on ne sait pas très bien, on l'a utilisé cette méthode inclusive. Oui. Ça voulait dire qu'ils allaient recevoir toutes les ethnies, et bien sûr donner une place aux femmes. Ils l'ont pas fait. Et je vous rappelle que le ministère des Femmes a été remplacé par le ministère de la promotion de la vertu et de la lutte contre le vice. Et donc, c'est un signe extrêmement fort. Moi, je pense que nous allons exactement au scénario 96-2001, qui a été interrompu par le 11 septembre. Mais je dirais, dans les jours et les semaines à venir, nous allons voir, est-ce qu'ils autorisent ou ils interdisent réellement le travail des femmes aux Nations Unies, ce qui serait un signe d'une gravité terrible. Et ensuite, est-ce que la niche sanitaire, c'est-à-dire les hôpitaux, par exemple l'hôpital français ou MSF, Médecins sans frontières ou Médecins du Monde, est-ce qu'ils autorisent encore les femmes à être dans le soin? Si c'est le cas, je pense que l'ensemble des ONG devront prendre une décision et probablement une position commune. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que se retirer, ça veut dire laisser ce peuple dans une misère mais dramatique. Mais vous savez, il y a en permanence rester, c'est collaborer, partir, c'est abandonner. Donc c'est une ligne de crête qui est très difficile, sur lequel nous surfons à longueur de temps. Je pense qu'il faut continuer de parler. Moi, je crois à la possibilité du dialogue. Vous savez, je le dis souvent, quand vous avez une infirmière de Toulouse qui passe 6-7 heures la nuit auprès d'un enfant et que vous avez sa famille qui est là, et famille de talibans, comment peuvent-ils croire que cette femme, que cet homme est le diable? Non, absolument pas. Je crois beaucoup au dialogue, je crois à l'exemplarité et je crois à la nécessité absolue de continuer le contact. Et ceci est vrai pour l'Afghanistan, c'est vrai pour le Mali, pour le Burkina et autres. N'abandonnons pas, croyons encore. Alors bien sûr, peut-être que les faits vont me donner terriblement tort, mais croyons à la valeur du dialogue, croyons à la valeur je dirais, du contact humain. Mais excusez-moi, là on rentre un peu dans une géopolitique peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'ingérence des Nations Unies face à un gouvernement qui maltraite à ce niveau-là son peuple? Bien sûr, et je pense que tout de suite nous avons différentes armes, et d'ailleurs les talibans, le gouvernement en place y est très probablement sensible. Il y a d'abord le blocage des fonds propres de la Banque d'Afghanistan. 9 milliards. Et ça, c'est fait. Ils sont bloqués. C'est le peuple afghan qui paye la note. C'est pas le gouvernement en place. Et deuxièmement, il y a la reconnaissance du gouvernement ou la non-reconnaissance. Bien entendu, tout de suite, il y a une position claire de la communauté internationale, non-reconnaissance du gouvernement en place. Ce qui est, à mon avis, le minimum, compte tenu de leur attitude
vis-à-vis... Mais Éric Chesson, est-ce que ça leur permet pas d'être bien tranquilles sur leur territoire? Et est-ce que l'Afghanistan ne devient pas le lieu idéal d'un énorme trafic de drogue et de l'implantation de nouveau d'Al-Qaïda? Et de Daesh. Et de Daesh. Beaucoup de membres qui étaient en Irak, à Mossoul ou en Syrie sont actuellement. Et oui, il y a un risque énorme. Il y a un risque énorme. Un, la drogue. Deux, l'émergence ou le développement de mouvements qu'on connaît. Et c'est pour ça que le dossier afghan doit rester une préoccupation pour la communauté internationale, pour des raisons géopolitiques que vous avez soulevées, mais aussi pour une raison humanitaire. Et je pense qu'il y a nécessité d'avoir un pragmatisme humanitaire et de ne pas abandonner les femmes. Et c'est pour ça que je suis très heureux de parler en face de vous, car, vous savez, soigner, témoigner est indispensable. Si nous oublions l'Afghanistan parce que l'Ukraine, parce que les problèmes intérieurs, parce que la loi sur les retraites et autres problèmes, c'est extrêmement grave parce que le silence est coupable, mais le silence permet la prolifération de ce que j'ai qualifié d'apartheid. Vous dites depuis 40 ans, Éric Chesson, n'oublions pas l'Afghanistan. Oui. Comment on vit ça dans la durée? Là, je m'adresse à l'homme maintenant que vous êtes. Ça fait 40 ans que vous êtes habité par ce pays. Comment on vit de voir un si beau pays s'enfoncer dans ce que vous appelez cette spirale infernale? Comment vous le vivez personnellement? Si vous voulez, pour la première fois, depuis le décret sur les femmes pouvant travailler dans les ONG, c'est-à-dire le 24 décembre, c'est curieux, ça arrive toujours sur des fêtes. J'ai vu ça, des fêtes chrétiennes, 15 août, 24 décembre et autres. L'invasion en 79, c'était le 24 décembre. Exactement. Cette interdiction le 24 décembre. Mais enfin, c'est une réalité. Je suis extrêmement inquiet. Je le vis intérieurement. Ça m'atteint profondément. Ça m'atteint presque physiologiquement. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de trouver l'énergie pour continuer. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, nous avons besoin des soutiens financiers, mais je suis persuadé qu'il ne faut pas abandonner. C'est plus que l'Afghanistan. Ce qui se passe notamment pour les femmes, c'est-à-dire près de 20 millions, n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et on ne peut pas laisser faire ça. Et c'est pour ça que je veux continuer, je veux que cet hôpital continue, je veux que ce que j'appelle l'école de médecine française continue à y venir, ce qu'elle fait actuellement. Que ce soit l'assistance publique de Paris, les hospices civils de Lyon, le CHU Purpan et autres, qui envoient des médecins, des anesthésistes et autres. Si vous laissez l'honneur de la France et de ce concept que vous avez cité tout à l'heure qu'on appelle les French Doctors. Et je vous rappelle que New York Times avait titré The Terrific French Doctors. Pourquoi? Parce qu'on allait là où personne n'allait et qu'il y avait souvent, je dirais, une caméra, un journaliste. Et ce témoignage est très important. Donc ça veut dire ce que vous avez vécu pendant la guerre en 79, 80, 81, je dirais des jeunes médecins doivent se dire c'est à nous maintenant de le vivre aujourd'hui pour aider ces femmes. C'est indispensable. Vous savez, cette marque, excusez-moi d'employer ce terme, mais cette marque French Doctors est connue dans le monde entier. Elle est très peu connue malheureusement en France. Moins que dans le monde. Moins. Oui. J'étais de cette aventure. Je viens, je dirais, de la lignée de Bernard Kouchner, d'Alain Deloche. Ce sont des grands, des très grands, qui ont irrigué, qui ont donné l'envie à des milliers de jeunes de partir, même s'ils n'étaient pas médecins. Et ça, si vous voulez... il faut trouver la relève aujourd'hui. Il faut trouver la relève. Vous l'avez, la relève? Je pense que nous avons négligé ça, mais nous reprenons notre bâton de pèlerin et nous allons voir les internes, les chefs de clinique, les trentenaires, quarantenaires, pour qu'ils prennent la relève, parce que, si vous voulez, il y a un côté, je dirais,
messianique où il y a un côté de retrouver la force du contact humain. Ceux qui cherchent du sens dans la vie, on parle beaucoup de jeunes qui cherchent du sens aujourd'hui. J'espère que quelques jeunes médecins, infirmiers, anesthésistes qui nous écoutent auront peut-être envie de vous contacter, Éric Chesson, de contacter la chaîne de l'espoir. Et je renvoie bien sûr les auditeurs vraiment à ce livre Afghanistan, la spirale infernale, que vous avez coécrit avec Michel Faure. Je l'ai lu d'un trait. Il y a une histoire passionnante entre un de vos confrères, le docteur Bina, et une jeune femme qui doit être opérée du cœur, Camilla, qui est une sorte de fil rouge tout au long de cette histoire où vous nous faites mieux comprendre la terrible histoire de l'Afghanistan. Merci beaucoup, Éric Chesson, d'être venu à notre micro et pour tout ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, c'est formidable d'avoir le temps de parler comme ça devient rare. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.